Vous entrez dans l'univers de Voix sauvages, le podcast qui retrace les itinéraires de vie inspirés de la nature. Les personnes que vous allez rencontrer ont toutes une ligne directrice commune, le vivant pour inspiration. Artistes, alchimistes, guérisseurs, explorateurs, rêveurs, mais avant tout architectes de leur propre vie, chacun et chacune puise son inspiration dans l'essence même des plantes, de la forêt, de l'océan et de toute la richesse que nous offre notre mère, la Terre. Reconnexion à la nature sauvage et au vivant, voyage initiatique, conception de projets positifs, je vous invite à passer quelques minutes suspendues aux côtés de chaque invité pour découvrir son histoire, son parcours et ses projets pour vous inspirer à votre tour à bâtir vos propres rêves d'enfant. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur Voix sauvages. Revenir sur ces terres et la magie opère. Après des années de vie urbaine à 100 à l'heure dans le milieu du prêt-à-porter, Joël a transformé la maison familiale landaise en un véritable lieu vivant et multiculturel. À la ferme Busquette, on vient choisir ses fleurs cultivées sur place, on suit un atelier de teinture végétale, on participe au marché d'artisans locaux, on assiste à des concerts de musique du monde, des bals gascons, des conférences thématiques autour de l'écologie et du bien-être. Bref, j'aime ces lieux qui fourmillent d'idées, d'événements et de rencontres autour de valeurs communes. On les appelle tiers-lieux, écolieux, fermes, friches, ateliers partagés. Peu importe l'étiquette que l'on souhaite leur donner, car ils prendront chacun la couleur de leur fondateur et de leur fondatrice. Pour Joël, je dirais que c'est l'indigo. À vous maintenant de pousser les portes de la ferme Busquette. Pour démarrer notre échange, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Joël Dagès. Donc, je suis revenu ici sur la ferme de mes parents après être parti pendant pratiquement 30 ans à Paris. J'ai travaillé dans la mode ou dans le prêt-à-porter ou dans ce milieu-là. Depuis presque 10 ans, je me suis posé des questions à Paris. J'avais un peu fait le tour de mon métier. En fait, il me plaisait beaucoup, mais c'est vrai que je commençais à me sentir étouffé un peu dans la ville, et puis j'avais un manque de nature. Et je crois que d'être né ici, vraiment dans ce lieu, tu as vu, qui est quand même assez grand, rempli de nature, avec de la forêt, un petit étang, une forêt de bambou. Bon, même s'il y avait plein de choses que j'aimais pas quand j'étais petit, que j'habitais ici, parfois je m'ennuyais un petit peu. Mais voilà, après 30 ans de ville, vraiment je me suis dit, mais j'ai envie de faire un projet. Et c'est déjà né d'il y a 10 ans, qu'est-ce que je pourrais faire en fait en rapport avec la nature. Je pensais pas du tout à ce moment-là que j'allais planter des choses, faire de l'agriculture ou travailler vraiment autour de l'écologie, mais j'ai eu cette envie-là qui est venue. Et donc j'ai commencé à penser, tiens, je pourrais avoir peut-être une chambre d'hôte, tu vois, dans le Perche, parce que pour moi j'habitais à Paris, donc c'était pas très loin, ou en Normandie, ou comme ça, quelque chose à 1 heure, 2 heures de Paris. J'ai commencé un peu à regarder des terrains, des maisons, et en fait, je réalisais aussi très vite que j'avais pas du tout le budget pour ça, parce que ça coûtait quand même très cher. Et puis je voulais pas du tout partir aussi dans un projet où je devais emprunter, tu vois, beaucoup d'argent pour faire ça. Et donc il y a, je sais pas, ça fait 5 ans en fait maintenant. Il y a 5 ans, enfin 1 an avant le confinement, je suis venu ici en vacances, c'était au mois de mai, donc il faisait très beau, le jardin était en fleurs de partout, la forêt était belle, tout était très beau comme ça, et j'ai vraiment eu un peu, tu vois, c'était un peu comme une épiphanie, tout d'un coup, tout est venu comme ça. Mais vraiment, en 10 secondes, en fait, j'étais un peu, tu sais, pas choqué, mais je me suis un peu arrêté. Je me suis retrouvé là au milieu de la nature et je me suis dit, en fait, le projet, c'est ici qu'il faut que je le fasse. C'est vraiment, ça prend sens parce que je reviens sur les terres familiales. Je reviens là où je suis né, là où j'ai passé mon enfance. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau, il y a une forêt, il y a un écosystème qui est quand même super. C'est entouré de champs, on a la ville vraiment à 5 minutes en voiture, donc voilà, c'est venu comme ça, mais vraiment, je te dis, en 5 minutes, il s'est passé dans ma tête comme ça un bouleversement où j'ai imaginé que je faisais des événements, qui avaient des bals gascons. En fait, tout ça, c'est venu comme ça très très vite. Je me suis imaginé des artisans, je me suis imaginé en fait plein de gens qui étaient touchés comme moi par la nature, par l'écologie, sans devenir non plus, tu vois, un terroriste de l'écologie, comme on peut nous appeler parfois, quoi. Parce que c'était pas du tout le cas. L'idée en fait qui est venue, c'était comment montrer à des gens qui connaissent pas forcément l'écologie, qui sont peut-être pas encore aussi sensibles que moi ou que d'autres gens
de la nature, de l'écologie, mais en fait, comment leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire et que en fait, on peut faire des choses super, ça peut leur apprendre plein de choses. Donc c'était un peu l'idée, tu vois, entre ferme pédagogique, un peu d'agriculture et un peu de culture en général écologique. C'est pour ça qu'on a appelé Ferme Busquette culture écologique. On voulait englober un peu de culture écologique, enfin un peu de culture agricole avec le champ de fleurs, et puis aussi la culture qui rassemble un peu les gens autour de la permaculture, parce que la permaculture, comme on sait, c'est de travailler les sols et de travailler tes jardins d'une certaine façon, très naturellement, mais c'est aussi la permaculture, c'est un lien humain, donc c'est aussi rassembler les gens, que ce soit pour du social ou pas, mais c'est juste les accueillir ici, parler de la nature, être dans un milieu, un environnement comme ça très naturel. Voilà, donc tout ça en fait est venu. Alors c'était un peu brouillon, mais il y a eu 5 minutes dans ma tête où j'étais un peu, tu sais, un peu, comment dire, pas vraiment choqué, tu vois, mais il y a eu 5 minutes où je m'étais un peu, j'arrivais plus à me réveiller là, comme ça, toutes ces idées venaient aussi autour de moi et je me disais, mais ouais, c'est ça. Alors je sais pas comment je vais le faire, mais en fait, je vais faire ça. Et donc là, on a un repas de famille 2 jours après. Puis mes parents me disent, ah oui, ce lieu, comme ça, on commence à être un peu vieux. C'est vrai que c'est beaucoup d'entretien et tout. Bon, on ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'on va le garder, tout ça et tout. Et moi, je leur sors ma tirade comme ça pendant 5 minutes de tout ce que j'avais envie de faire ici. Et je crois qu'ils ont été aussi un peu, tu vois, ébahis de cette idée. Leur fils aîné qui travaillait dans la mode à Paris, dans un certain milieu, qui tout d'un coup a dit qu'il va faire de l'agriculture ou rassembler des gens autour de l'écologie. Bon, je crois que je l'ai compris un peu après, mais vu leur tête, ce jour-là, ils m'ont pas vraiment cru. Ils se sont dit, ah, mais qu'est-ce que c'est cette lubie, tu vois, il fait un truc, et puis il va rentrer chez lui, et puis il va continuer son travail là-bas à Paris, et puis il va pas faire ça. Et en fait, je leur ai dit, après, quelques mois après, en fait, j'arrive, quoi. Donc c'était pile pendant le moment du confinement. Donc là, on a commencé à travailler un peu les terres, on était tranquille, il n'y avait pas de bruit, c'était le confinement, donc tout était très calme. Et on a eu, c'est vrai, 4 mois, là, enfin nous, de ces moments, ces mois de confinement qui ont été un paradis pour nous. Genre, je sais que c'est difficile de dire ça parce qu'il y a des gens qui l'ont très mal vécu et ça a été très compliqué pour eux. Mais pour nous, ça a été vraiment, ça a été génial, quoi. Les amis sont passés, nous ont aidés, on était tout le temps dehors. Tu vois, donc on a préparé le terrain, on a commencé à faire les fleurs et on a fait des premières livraisons de fleurs. C'était une petite saison, mais c'est là où on a un peu trouvé tous nos clients au Pays Basque, ici. Voilà, on n'a pas fait de marché, on a juste fait un peu notre réseau comme ça et on a vendu. Et l'année après, on a pu commencer à faire une deuxième saison et puis une troisième. Et là, on va s'attaquer à la quatrième saison. Pour revenir un petit peu aux sources de ce projet, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter quel enfant étais-tu et si tu as toujours été connecté au monde du vivant? Alors, c'est toujours un peu bon, c'est toujours difficile de se dire tiens quel enfant j'étais, mais ce qui est sûr c'était que j'étais complètement dans la lune. J'étais vraiment un enfant totalement dans la lune. J'avais beaucoup de mal à me concentrer sur à l'école. C'est vrai que je me sentais pas du tout à l'aise avec beaucoup de gens autour de moi. Bon voilà, j'étais pas trop dans mon élément avec tous les élèves, comme c'est tout. J'avais quand même des amis, mais c'est vrai que je pouvais me reconnecter ici à la nature. Quand j'arrivais chez moi, bon, j'avais une tendance à pas trop faire mes devoirs et à plutôt partir à jouer avec les poules, les canards qu'on avait à ce moment-là, à jouer un peu avec les insectes, tu vois, regarder les oiseaux. J'étais vraiment comme ça, très rêveur. Donc je pense que j'avais une approche de la nature, je ne m'en rendais pas compte en ce moment-là, mais elle m'a beaucoup aidé aussi dans mes galères d'enfant, tu vois, ou mes positionnements d'enfant quand j'avais 10, 12, 14 ans, tu vois, les questions que tu te poses en jeune ado, quoi. C'est vrai que je pouvais me ressourcer quand même dans la nature. Ça a été des endroits aussi, voilà, où avec mes frères et sœurs, on a pu aussi jouer beaucoup ici. Donc oui, on avait quand même un rapport à la nature et c'est vrai que je ne le voyais pas, tu vois, à ce moment-là. Mais après, quand j'ai quitté, quand je suis allé en ville et quand je reviens, j'ai parfois aussi ces réminiscences de mon enfance où je suis dehors, je me vois arriver, jeter mon cartable et puis à la place de faire mes devoirs, partir un peu jouer avec les animaux et faire mes petits tours, quoi. Donc je pense que j'ai une connexion qui est jamais vraiment partie, cette connexion à la nature. Puis elle s'est un peu effacée quand je suis parti en ville, quoi. Et puis mine de rien, elle était au fond de moi quelque part et puis elle est revenue un jour. Elle a pris le dessus, elle a dit il faut que tu retournes là-bas et que tu fasses quelque chose avec cet endroit qui t'appartient. Et est-ce que tu avais déjà quelque chose qui te faisait vibrer ou rêver plus jeune? Est-ce qu'il y avait déjà des
projet que tu voulais accomplir? Bah, ce qui me faisait vibrer, tu vois, il y avait des choses, c'était ce que je pouvais trouver dans la nature et le transformer. En fait, ça, moi, j'ai un souvenir vraiment très fort, c'est qu'on a un tout petit ruisseau, et dans ce ruisseau, en fait, il y a de l'argile. Et ça, c'est la première chose que j'ai fait vraiment en rapport avec la nature, quoi, et puis les éléments que j'avais sur place, c'était de prendre de l'argile et de faire des petites statues et surtout beaucoup de bijoux pour ma mère que j'ai fait, que je faisais cuire au four normal et qu'elle cassait aussitôt qu'elle se cognait sur la table de la salle à manger, tu vois, ou à un mur parce que c'était pas du tout un four pour cuire l'argile, tu vois, c'était un four pour four normal, quoi. Donc j'étais à chaque fois déçu, c'est cassé et puis on refaisait tout ça. Donc ça c'est un peu le premier rapport, c'était ce jeu avec l'argile. La deuxième chose aussi que je me souviens bien, que j'aimais beaucoup, c'était de venir sur l'endroit où on est maintenant, l'approche de la mare, et de attraper les têtards, et puis voir après les grenouilles, tu vois, regarder aussi les insectes. On creusait avec mes frères et sœurs, on creusait dans la terre, on voyait qu'il y avait, tu vois, tous les vers de terre, tout ça. Donc c'était un peu un jeu, une découverte et un peu une admiration quand même de la nature. Ça, c'est un peu les premiers souvenirs avec qu'est-ce que je peux faire de cette nature. Et c'est sûrement ça qui est resté un peu dans ma tête cachée et tu vois qui est revenu après des années après. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ce site? Du coup, je peux faire des plantes, un potager et puis bien d'autres choses, quoi. Et comment tu expliques aujourd'hui qu'on se soit autant déconnecté du vivant? Je sais pas trop comment on en est vraiment arrivé là. Je pense que c'est quand même une course mine de rien à l'argent, enfin une course au rapport en fait qu'on peut avoir avec l'argent. C'est-à-dire peut-être on est beaucoup plus aussi, on est beaucoup plus autour des villes. Ici, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que c'était des champs. Aujourd'hui, tu peux voir en sortant de la propriété qu'il y a beaucoup de lotissements, de résidences. Il faut loger les gens, c'est sûr. On s'agrandit de plus en plus. Donc je pense que de construire sur des terrains agricoles, de couper les haies, en fait, de plus voir les insectes, en fait, on nous enlève petit à petit aussi cette connexion qu'on avait même inconsciemment, directement quand même avec la nature. C'est-à-dire que tu vois des forêts, tu vois des haies, tu vois des champs, tu vois des insectes, tu vois des oiseaux. Et puis petit à petit, on construit. Il faut bien encore une fois, loger les gens, certes. Mais donc il y a cette déconnexion. Et je pense que l'urbanisation, c'est automatiquement la déconnexion. Alors à savoir que moi je ne suis pas pour ne pas urbaniser, il faut faire des constructions, il faut accueillir des gens, ça c'est sûr quoi. Mais on l'a fait un peu en bloc, il me semble, en tout cas je le vois ici sur le lieu là autour du site, on voit bien qu'il y a beaucoup de maisons d'un coup et qu'on n'a pas laissé un peu d'espace. Peut-être qu'il faudrait repenser aussi les constructions, un peu de maisons, un petit bois, une belle haie, tu vois, un petit bout de forêt. Et puis peut-être que c'est ça aussi notre connexion à la nature. Quand je vois tu vois, tous les parkings des maisons autour, oui, la plupart ont quand même mis du goudron en fait comme la route pour que ce soit propre, pour pas qu'ils amènent du sable ou de la terre chez eux. Il n'y a pas d'arbres, il y a quelques géraniums tu vois autour comme ça. Bon, il y a des maisons qui font des super massifs et tout ça et c'est très beau. Et eux d'ailleurs ils doivent être plus en connexion avec la nature parce qu'automatiquement ils vont avoir un peu plus d'oiseaux, un peu plus d'abeilles, un peu plus d'insectes. Mais beaucoup comme ça ont vraiment urbanisé leur propre jardin, les propres lotissements. Donc c'est vrai on perd beaucoup avec ça, quoi. Et ça me fait penser, ça demande aussi à peut-être repenser qu'est-ce qui est propre aussi. C'est peut-être une notion en fait, comme si la nature de fait était sale, la terre, quand tu parles de bétonisation et de routes, en fait on asphyxie un petit peu finalement notre environnement quoi. Ben, on le fait carrément et peut-être qu'il faut même aller plus loin et tirer quand même la sonnette d'alarme, tu vois, pour attention à l'urbanisation, attention à comment on le fait. En effet, on perd beaucoup, quoi. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est de ne pas casser les résidences et les lotissements qui existent, mais c'est essayer de leur reconstruire autour un environnement, parce qu'on oublie souvent. Évidemment, on veut être très urbanisé, on veut des grands centres commerciaux, on veut des boutiques, on veut tout ça et tout, et c'est normal, il les faut, on en a besoin, on est dans une société qui a besoin de tout ça, mais peut-être qu'il faut un peu tout repenser et se dire, ok, on va un peu lâcher le pied, quoi, décélérer un petit peu, des centres commerciaux, il y en a déjà beaucoup, peut-être que là on pourrait faire un jardin.
Après, voilà, je pense aussi que ce qui nous empêche un peu de faire ça, c'est les coûts. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, de faire un jardin, c'est pas très très cher. Ça coûte moins cher que que de construire un centre commercial. Mais c'est quelque chose peut-être qui ne va pas ramener non plus de l'argent. Ça va ramener un certain plaisir aux gens de pouvoir se balader dans la nature, tu vois, d'avoir des forêts, d'avoir plus d'oiseaux, de la diversité, etc., etc. Mais c'est vrai que ça ne ramène pas d'argent. Et c'est peut-être la grosse question du moment, c'est repenser tout ça pour arriver à faire de l'argent parce que les communes en ont besoin, mais arriver aussi à redonner du vert et de la nature à tout le monde, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des types d'événements que tu organises à la ferme Busquets et est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué pour une raison? Donc on a commencé les événements dans ce qu'on appelle un peu nos événements culturels, hein, donc toujours un peu en rapport avec l'écologie. On les a commencés l'année dernière, ça s'est bien passé, on est content. On n'accueille pas beaucoup de gens parce que tu vois c'est pas très très grand ici, donc on peut accueillir au maximum 250-300 personnes, qui est quand même déjà une petite galère j'allais dire pour loger, non, heureusement on les loge pas, mais pour les accueillir déjà en voiture. Donc quand je fais des événements, je prévois, soyez encore un petit peu écologique jusqu'à votre visite chez nous, venez en vélo, faites du covoiturage. On peut garer ici quelques dizaines de voitures en faisant un peu un petit Tetris sur les parkings, mais je dis à tout le monde de se garer un peu aussi aux environnements à côté. Il y a le parking de la pharmacie, tu vois, qui est fermé le dimanche, donc il peut accueillir quelques voitures, et puis les lotissements autour. Donc les gens viennent ici, beaucoup de gens sont arrivés à pied. En fait, le premier événement l'année dernière, c'était la journée d'ouverture avec un petit marché des artisans locaux, donc tous très écolos, bien sûr, parce qu'ils utilisent des matériaux très propres. Et donc on les a accueillis ici, une douzaine. Et c'est vrai que ça a ouvert à 14h, et à 14h05, tout de suite, j'ai vu des gens arriver, entendu des voix, qui ont pris l'allée de platane, qui avait joué le jeu, qui s'était garé un peu plus loin. Et c'était super. Déjà, j'étais très ému, j'étais déjà au bord des larmes à 14h05 parce que c'était la première fois que j'organisais, que je rassemblais des gens. Et en fait, les gens sont arrivés. Et ce qui a été super, tu vois, avec ce marché des artisans écologiques, c'est qu'ils étaient une douzaine. Et on avait vraiment ciblé, et je crois que les gens l'ont compris, grâce aux réseaux sociaux, puis aux newsletters et aux mailings qu'on a fait, et à tout le bouche à oreille. Les gens sont venus en fait pour trouver des artisans écologiques. Et en fait, ça a très bien marché, tu vois, comme première journée. Et les gens ont beaucoup acheté. Et les artisans, après, m'ont dit, mais en fait, c'était génial parce que souvent, quand on fait un marché au centre-ville, tu vois, on est 200, 300 exposants parfois, et c'est toujours un peu pareil. Tu sais, comme ici, les gens aiment beaucoup la nourriture, autour du jambon, autour du canard. Donc, il y a toujours des pâtés, des chorizo. Et si tu fais, toi, tu es une vannière, en fait, avec un travail très manuel, tu es un peu perdu au milieu de tout ça. Donc, ils vendent un petit peu, mais c'est vrai que les gens viennent, et il y a beaucoup de touristes qui viennent à ce moment-là sur les marchés d'artisans, et ils vont ramener plutôt une boîte de pâté, tu vois, des choses comme ça, et pas forcément un petit panier pour aller chercher tes œufs, quoi. Et ici, c'était très ciblé, les gens ont vraiment compris, et donc ils sont vraiment venus pour aussi découvrir ces artisans et acheter, faire leur petit marché. Donc ça, c'était déjà, ça a été une première réussite. Après, à 19h, donc cette journée était très belle, c'était juste la veille, on avait eu quand même des averses de grêle, donc on n'était pas très sûr de pouvoir garder, tu vois, l'option de cette journée le dimanche. Et en fait, le matin, ça s'est dissipé, on a décidé d'ouvrir, et puis il a fait très très beau la journée, donc c'était vraiment génial, les gens sont venus. Et il s'est passé ce que j'avais vraiment envie au fond de moi, c'est-à-dire que les gens viennent, peut-être qu'ils achètent des choses au marché des artisans, mais en fait ils avaient envie de découvrir, parce que comme tu as vu, c'est vrai, tu viens ici, tu as une grande allée de platanes qui donne sur une nationale qui est quand même pas très belle, qui est un peu entourée de zones industrielles, donc avec des hangars en tôle, un peu des entrepôts, tout ça. Donc les gens sont un peu surpris de tout d'un coup d'arriver, et au bout de l'allée, on arrive, il y a une maison landaise, il y a une grange, il y a une forêt de bambous, il y a un petit étang, et il y a ce champ de fleurs. Et les gens, moi ce que j'avais envie, je me dis ok, peut-être qu'ils vont acheter tu vois, des bougies artisanales, de la vannerie, les savons, le miel, enfin tous les gens qui étaient là ce jour-là sur le marché des artisans. Mais j'espérais en fait qu'ils restent, qu'ils squattent un peu le lieu. Tu vois, j'avais envie qu'ils restent vraiment, qu'ils jouent avec les enfants. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça, là aussi, un peu deuxième montée de larmes, tu vois, vers la fin d'après-midi, où je vois qu'à 18h, c'est bondé, il y a 250 personnes ici. Et que les gens avaient amené dans leur sac des draps, des plaids, ils les ont sortis tout seuls, comme ça. Et autour de la mare, il y avait cet esprit un peu pique-nique.
de gens qui jouaient dans la forêt de bambou. Ça s'est transformé en un îlot trésor, tu vois, pour les enfants. Les gens squattaient un peu dans le jardin des fleurs. Parfois, ils venaient me chercher pour que je leur explique un peu, tiens, mais qu'est-ce qu'on y cultive, etc., etc. Donc, ça a été vraiment, voilà, ça c'était la première journée. Je m'attarde un peu dessus, mais c'est vrai qu'elle a été vraiment géniale. À 19h, on a un peu plié les artisans, les tables sont devenues un peu les tables de salle à manger. Il y avait des amis qui sont venus, qui a un restaurant à Saint-Jean-de-Luz, à Bocata, et qui font un peu des sandwichs cuisinés, tu vois, avec du vin nature. Donc c'était des menus très simples, pas très chers, vraiment accessibles à tout le monde. Et là aussi, je ne savais pas qui allait vraiment manger. C'est difficile de demander des réservations, tu vois, pour le dîner, parce que les gens eux-mêmes ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Ok, peut-être que je viens 5 minutes, et en fait, j'ai vu que les gens restaient. Ils sont restés pour manger, et à 20h, il y a eu pendant 2 heures un petit bal gascon, une initiation, tu vois. Et les gens se sont mis vraiment en cercle et ont commencé à danser. Donc là, c'était un peu la grande crise de larmes, tu vois, d'émotion. On était là avec Léonard, mon compagnon, qui travaille avec moi ici, et on les a vus faire des cercles, danser sur le son de la vielle, tu vois, de ces instruments comme ça, et faire l'initiation aux danses de Gascogne. Et bon, ça a été vraiment très émouvant, quoi. Donc, on a fait un peu esprit guinguette, tu vois, des guirlandes de toutes les couleurs. Et jusqu'à 22h, les gens ont traîné un peu avant de partir, comme ça. Et voilà, ça, c'était le premier événement. Et c'est vrai que ça a été vraiment génial. Ça nous a beaucoup motivés aussi, enfin, et moi qui m'occupe plus de la section comme ça du café culturel et de la sélection de la programmation, en fait, ça m'a aussi donné un peu la pêche, tu vois, avec ce premier événement qui a bien marché. Donc après, ce qu'on fait, on fait des initiations aux teintures naturelles. Donc c'est des petits ateliers pour 8 ou 10 stagiaires. Donc il y a plusieurs couleurs. Moi je travaille beaucoup l'indigo, mais je vais travailler aussi les peaux d'oignon, l'avocat, le reseda qui fait de très belles teintures jaunes. Ça peut être aussi, tu vois, enfin bon, plein de teintures naturelles. J'achète des pigments où j'essaye d'en faire un petit peu avec des plantes tinctoriales qu'on plante ici, mais ça c'est vraiment le début. Donc pour le moment, il y a un petit sachet de teinture qui sort, quoi. Mais autrement, après, on fait, voilà, j'achète des pigments de fleurs bio pour faire ces petits ateliers. Donc ça, c'est un atelier aussi sur toute une journée. C'est souvent le samedi. Il y en a à peu près entre 2 et 3 par mois, entre le mois de mai et puis jusqu'à fin octobre. Et là, on reçoit donc les gens pour l'atelier. On fait aussi à manger un petit menu végétarien avec des produits locaux, un peu du jardin quand on peut, et puis autrement, on achète chez des agriculteurs bio là, qui sont autour de chez nous. On fait un repas. Donc là aussi, les gens, ils se sentent bien. On va un peu travailler, s'amuser créativement avec les teintures, mais il y a une belle pause à l'ombre des bambous, devant la mare, où on va aussi pouvoir manger, discuter. Souvent, on parle des teintures quand c'est des ateliers de teinture, mais souvent, les gens ont beaucoup de questions à demander sur, en fait, l'écologie, la permaculture. On en entend beaucoup parler, c'est vrai, il y a beaucoup de presse, mais voilà, ils veulent savoir, et je sens bien qu'ils veulent savoir qu'est-ce que c'est la permaculture ou les cultures naturelles. Donc ils ont beaucoup de questions à poser, ça c'est toujours vraiment intéressant, quoi. Mais il peut y avoir aussi des choses qui sont plus axées sur le bien-être, comme des relaxations au bol sonore tibétain, peut-être un cours de yoga avec un maître yoga qui va venir, tu vois, d'ailleurs, qui va faire un cours un peu exceptionnel, tu vois, des choses qu'il n'y a pas forcément ici. C'est vrai qu'on essaye de proposer des choses qui soient un peu originales et les gens, du coup, sont contents de venir et découvrir le lieu et de venir pour la programmation. Donc il y aura aussi... cette année, on va organiser un concert de musique argentine avec voilà, un répertoire de musique classique argentin qui sera à la guitare et à la harpe, avec aussi peut-être une chorale argentine qui sera là, et on essaiera de faire un petit repas un peu argentin, tu vois, pour finaliser un peu cette journée argentine dans les Landes. On va peut-être faire aussi quelques déjeuners, on les appelle les déjeuners bucoliques, donc c'est souvent des chefs qui viennent, qui sont dans la région aussi, qui vont proposer quelque chose d'assez original qu'on ne va pas retrouver, tu vois. On essaie de faire des prix pas trop chers dans un endroit qui est quand même très bucolique comme ça, un peu différent aussi à l'extérieur. Tu ne vas pas dans un vrai resto, tu viens un peu comme ça manger dans ce lieu et puis découvrir des choses que t'as pas forcément l'habitude de manger ici. C'est sûr qu'on va pas proposer du magret de canard, tu vois, des choses comme ça. Ça, il y en a partout. Il y a des choses qui sont très bonnes. Donc nous, on essaye de faire vraiment autre chose pour faire découvrir autre chose aux gens.
Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Cette année, on va commencer un peu les petites conférences qu'on a appelées Kesako, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est certaines choses? Même si il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien, mais donc on en fait une première, là, c'est une petite conférence. Alors quand je dis conférence, on n'est pas assis autour d'une table ou sur des gradins avec quelqu'un qui nous parle pendant 3 heures et on s'endort un petit peu. Nous, l'idée de conférence, c'est vraiment quelque chose qui soit très vivant, qu'on puisse échanger et profiter aussi du site ici pour expliquer. Par exemple, la première conférence, la Kesako, c'est la permaculture. Bon, mais qu'est-ce que c'est? Donc on va un peu expliquer qu'est-ce que c'est la permaculture et comment on peut la mettre en place dans un jardin de particulier aussi. C'est-à-dire là, on va nous expliquer comment pailler, mais aussi comment garder des graines, comment les récolter, comment essayer d'alimenter son jardin, comment amener un écosystème sur ton propre jardin. Même si tu as un tout petit jardin, même à la limite si tu as une terrasse, un balcon, que tu veux mettre des plantes, en fait, il y a quand même des façons de le travailler en permaculture ou en ce qu'on appelle aussi en culture naturelle, quoi, tu vois, il y a plein de choses. Donc ça va être avec quelqu'un qui connaît bien la permaculture, qui a déjà fait aussi de la permaculture à grande échelle, sur plusieurs hectares, donc qui connaît vraiment bien son métier et qui pourrait aussi expliquer aux particuliers, mais pourquoi pas inviter aussi des gens, peut-être des agriculteurs qui sont certains en conventionnel et qui voudraient peut-être transformer un hectare en permaculture parce qu'ils en entendent beaucoup parler. On les force aussi un peu les pauvres parce qu'on les pousse aussi beaucoup à faire du bio, mais c'est pas évident quand on a 20, 30, 100 ou 300 hectares d'agriculture conventionnelle avec certaines machines, certains produits, tu vois, c'est une certaine organisation. C'est pas évident pour eux aussi de se projeter dans une parcelle ou quelques hectares bio, voire en naturel ou en permaculture. Donc on les invite évidemment avec beaucoup de plaisir et beaucoup de respect, hein, même si on ne cultive pas de la même façon, on respecte tout le monde et on serait vraiment hyper content, tu vois, si certains agriculteurs viennent et se disent ok, moi je vais faire un test sur mes 50 hectares, je peux faire un demi-hectare ou un hectare en agriculture naturelle. Donc voilà, c'est toujours de toute façon basé un peu sur l'échange. Qu'est-ce qu'on fait nous en montrant des exemples du potager ou des fleurs qu'on cultive de cette façon. Tu vois, les gens vont venir, vont arriver, on va faire un petit topo. Il y aura un petit verre d'accueil évidemment, quoi, mais on va faire le tour aussi du jardin et aller voir sur place. Et elle va nous expliquer, regardez la différence de la terre qui a été traitée en permaculture depuis 3 ans ici. Vous voyez bien que dans votre poignet, il y a plein d'insectes, il y a plein de vers de terre. Tu vois, on voit bien la couleur de la terre, on voit sa richesse. Et à côté, celle des allées ou qui n'a pas été traitée en permaculture ou en agriculture naturelle est totalement différente, plus sèche, etc. etc. On essaye toujours que n'importe quel événement qui soit lié plus ou moins proche de l'écologie, quoi, vraiment, voilà, donc ça c'est ce qui nous importe vraiment beaucoup ici. Et ça me fait penser aussi à cette notion d'écologie intérieure, parce que tous ces événements nous permettent aussi de reconnecter à notre sensibilité, que ce soit par l'art, par le mouvement du corps, par le son. T'en parlais, avec le yoga, on peut se concentrer sur un son, une sensation. Donc il y a aussi quand même cette dimension-là ici qui se crée. Oui, c'est exactement ça. En fait, je pense que les événements qui soient bien-être, sur la nature en général, les cultures, je crois que tous, en fait, leur lien, c'est quand même, et j'espère que c'est un but, mais en toute humilité, hein, parce que je ne suis pas le gourou de la nature non plus, mais c'est que les gens ici qui arrivent, enfin qui viennent pour n'importe quel événement ou juste pour visiter, qu'ils arrivent en fait à faire un arrêt sur peut-être leur vie stressante, tu vois, à côté comme nous tous, le travail, les enfants, tu vois, tous les petits problèmes qu'on peut avoir. Et en fait, de se recentrer sur soi-même et de se dire, tiens là, j'ai un moment, que j'y reste 1 heure, 2 heures ou que j'y passe la journée. J'ai un moment où je peux me reconnecter, certes, avec la nature, mais ce que j'espère vraiment, c'est que de se reconnecter avec soi-même et de se dire, en fait, tiens, mais peut-être que de se poser des questions, peut-être certains vont se poser même des questions spirituelles, de se dire, tiens, si je me reconnecte grâce à la nature, je me reconnecte à moi-même, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'une vie qui est plus proche de la nature? Qu'est-ce que ça veut dire être plus proche de la nature? Oui, ça veut dire un peu de bien-être et se faire plaisir le dimanche quand on va se balader, mais peut-être que se reconcentrer comme ça sur soi-même dans un lieu très nature comme ici, peut-être que, et je souhaite que les gens aussi se disent en fait l'écologie c'est pas juste pour se faire plaisir de temps en temps, peut-être qu'il faut arriver à la retransformer et à vivre avec un peu tous les jours, quoi. Donc je souhaite si des gens, c'est vrai, sont partis d'ici en me disant ah mais vous voyez j'ai quand même eu un lien avec la nature, ah ben vous avez fait ça, ces petites plantations comme ça, ah ben moi aussi je vais faire ça chez moi, parce qu'en fait quand je regarde de la porte de mon salon
maison et que je vois un peu quelques fleurs, un arbre que j'ai pu mettre là, en fait, j'oublie un peu des problèmes, tu vois, je me reconnecte. C'est important de se connecter à la nature, c'est important parce que, comme tu l'as dit, on se connecte à la nature, on se connecte automatiquement en soi-même, donc d'autres questions peut-être arrivent et peut-être qu'on trouve des réponses, en tout cas, je le souhaite, que la nature aide vraiment à se poser plein de questions et à trouver certaines réponses. Tu disais que tu fais aussi de la teinture végétale. Et toi, quel type de lien tu as tissé au fil du temps avec les plantes, justement? Ben, j'ai commencé la teinture végétale quand je travaillais dans la mode encore à Paris. J'avais fait une petite ligne pour moi, perso, où j'ai commencé à teindre quelques t-shirts avec de l'indigo, un peu de garance. Donc j'ai démarré en fait un peu l'approche de la nature dans le métier de teinturier. Je l'ai démarré avec ça. Et en fait, j'ai vu que c'était super parce que ben, les couleurs étaient très belles, c'était très artisanal et que évidemment on sortait des couleurs chimiques. Donc il y avait ce rapport de l'écologie dans le vêtement, quoi. Par exemple, au déjeuner bucolique, on fait des belles nappes avec les choses qu'on a teint ici. Et donc tout prend sens vraiment jusqu'à la nappe, l'environnement, ce qu'on a dans l'assiette. Et voilà, tout est vraiment au bord, enfin ancré vraiment dans la nature. Et ici, la ferme Busquette, donc tu parlais de l'anecdote du premier événement ici. Donc j'imagine que si les personnes sont restées aussi longtemps, c'est parce que le lieu a permis de les re-émerveiller aussi avec le vivant. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui t'émerveille le plus dans la nature, justement? Alors ce qui m'émerveille le plus dans la nature, bah, c'est un peu son fonctionnement, même si je suis loin de comprendre tout le fonctionnement de la nature, parce que ça reste quand même très complexe. Mais tu vois, genre juste la petite chose, c'est que quand je me vois faire les semis avec des graines qui ont parfois la taille d'un grain de sable, je les mets dans des petites, tu vois, dans des petits godets, dans des petites plaques, et que après je les mets sous la serre, avec un peu d'eau, un peu de chaleur, et je pense quand même pas mal d'amour que je leur transmets, en tout cas j'espère, et que je vois que quelques semaines après, elles germent, alors qu'elles sont restées dans un sachet, tu vois, pendant un an, certaines, ou parfois plus, parce qu'il y a des graines que j'ai récoltées il y a hyper longtemps, et qu'elles sortent, elles germent, et que elles montent, tu vois, il y a une levée comme ça, et tout d'un coup, 2, 3 semaines après, il y a tous les semis dans les plaques, dans les godets, enfin, sous la serre, se sont transformés vraiment en petits plants, et que après, quelques semaines après, je les mets, tu vois, elles ont un peu grandi, je les mets dans la terre, et que là, ben, un mois après, j'ai une plante qui fait 1 mètre de haut, des tournesols ou des cosmos qui font pratiquement 2 mètres et qui sont florissants, tu vois, et tout. Je suis toujours quand même émerveillé que cette petite graine minuscule et sèche arrive à faire quelque chose de géant, parce que parfois c'est vraiment géant. Je donnais l'exemple des tournesols et des cosmos, mais il y en a d'autres. Il y a une variété d'amarante qui s'appelle l'amarante dreadlocks. Elle est drôle parce qu'elle fait comme des gros cheveux comme ça de dreadlocks, mais en coloris violet, rouge ou vert, quoi. Et tu te dis, ces graines étaient toutes petites, toutes sèches, et là, ça explose, quoi, vraiment. Donc ça, je crois que je suis toujours vraiment surpris de ça à chaque fois. Pourtant, maintenant, je connais, ça fait 4 ans qu'on fait pousser des fleurs, mais je suis surpris. Je suis surpris aussi de voir comment en fait la nature va s'entraider. Alors c'est un peu, tu te dis au début, ok, alors oui, bon, il est un peu barré, ça commence à être spirituel. J'entends pas les arbres me parler, tout ça et tout. Non, c'est pas ça. Mais je vois bien en fait comment le vent, l'eau va vraiment aider, ben, que ça pousse bien, le soleil bien sûr et tout. Je comprends bien maintenant le système de la photosynthèse, c'est-à-dire que sans soleil, sans chaleur et sans feuilles, c'est grâce à tout ça que ça va créer la vie, tu vois, et que tout pousse. Mais je vois aussi les aides de ce qu'on peut appeler les auxiliaires, tu vois, par exemple dans les cultures agricoles, c'est que un ver de terre, tous les petits scarabées, en fait toute cette petite vie invisible et sûrement de 10 000 êtres vivants dans une poignée de terre, quand j'en prends un peu dans les parcelles, tout ce que je vois pas, en fait c'est là quand même pour aider à azoter la terre, à faire des petits tunnels, à rejeter, tu vois, ce qu'ils mangent, et que tout en fait de l'air, d'un ver de terre jusqu'à les excréments de tous les scarabées vont faire que le sol s'enrichit et vont donner la force. Vraiment, c'est des vrais auxiliaires en fait. Et c'est ça qui est hyper beau, c'est que la nature, et on devrait peut-être parfois être un peu plus humble et regarder comment se passe la nature et comment elle s'entraide, parce que c'est quand même magnifique. Je sais, tu vois, cette allée de platanes, il y en a certains, ils sont un peu malades apparemment. Il y a des gens qui viennent comme ça parce que quelqu'un est venu voir un peu les arbres, parce qu'il y en a certains sont centenaires. Ils me disent, mais en fait, tu sais, cet arbre qui est très très fort, là, ce grand platane qu'on voit là, en fait, il va aider par ses racines à soutenir un autre. Et c'est vrai que l'autre, il est plus petit, plus chétif, mais il est là. Ça fait 10 ans qu'il rame un peu, mais il est là, et apparemment, il y a une racine
du grand arbre, tu vois, qui va venir le soutenir, l'aider. Enfin, c'est quand même génial de se dire, bon, il y en a un qui est un peu clopin-clopant et puis un autre plus costaud va l'aider, quoi. Donc c'est tout ça en fait qui m'impressionne beaucoup aussi de la nature, c'est cette entraide qu'on ne voit pas forcément au premier regard, mais en fait quand tu vis dedans, tu remarques que voilà, les deux tourterelles là, c'est notre nouveau couple d'amoureux qui sont là, quoi. Mais oui, tu remarques que la nature s'entraide toujours et puis du coup t'aide aussi. Il faut arriver un peu à capter le message, hein, parce qu'ils te disent pas tiens là je vais faire ça pour toi, il faut un peu arriver. Mais quand on commence après plusieurs années là d'être dans la nature, on sent bien qu'elle est là pour nous aider aussi. Et c'est exceptionnel. Et la dernière chose aussi qui me... Enfin, c'est pas la dernière chose, mais on peut pas parler de tout, mais c'est vrai que ce qui m'impressionne toujours dans la nature, c'est les arbres. C'est se dire quand même que sans les arbres, ils travaillent pour nous. En fait, on leur demande pas grand-chose, mais d'ailleurs, on leur demande souvent rien. On leur dit pas merci de travailler pour nous. Et d'ailleurs, on les remercie peut-être pas assez. C'est qu'ils travaillent pour nous. Ils rejettent quand même les choses qui sont moins bien, tu vois, dans l'atmosphère pour qu'on ait un oxygène meilleur et pour qu'on vive bien. Et d'ailleurs, on le sent quand on est plus dans la nature, on est mieux oxygéné évidemment que quand on est dans le centre-ville ou quand on est sur une rocade dans un embouteillage. Évidemment, quoi. Bon, parce qu'il y a d'autres rapports qui sont pas les mêmes. Mais l'apport en fait que font les arbres et la nature, en plus de la fraîcheur, tu vois, et puis du côté très joli à regarder, on sent quand même que en fait on respire mieux. On le sent tout de suite, quoi. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Donc, c'est mon petit message pour dire, ben, il ne faut pas oublier que c'est ça aussi le rôle de la nature et que urbaniser, ben, c'est très bien. Couper les arbres, attention, pour faire des lotissements, des centres commerciaux ou autres, ben, on en a besoin, donc il faut le faire. Mais peut-être, je reviens un peu à ta question de tout à l'heure, peut-être que ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand on crée un lotissement, ne pas oublier les arbres, ne pas oublier les haies, ne pas oublier de faire une petite clairière. Évidemment, ça perd un peu d'espace d'urbanisation, ça perd peut-être deux, trois maisons sur un lotissement, mais je crois que on va tous mieux s'en sortir dans le futur si on a ces petits coins comme ça d'aération très proches. Et en plus, franchement, c'est joli, quoi. Bon, quand même, on a un peu de verdure, on voit des oiseaux qui se posent près de ta fenêtre. Je trouve que c'est quand même mieux qu'un parking bétonné pour pas ramener de la terre dans sa maison. Après tout, la terre dans la maison, c'est pas très très grave. On passe un petit coup de balai et puis on peut continuer sa vie, quoi. Et est-ce qu'il y a un rêve que tu as abandonné et pourquoi? Alors ici, il y avait beaucoup de rêves, hein. Les ambitions étaient quand même très grandes. Après, ben, évidemment, tout ça, c'est des moyens quand même. Même si on est très permaculture dans le sens de comment créer beaucoup de choses avec ce qu'on a sur place, avec beaucoup de choses recyclées. Mais il y a des choses, tu vois, comme quand j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que j'ai dit, ben, quand je suis arrivé ici, c'était un peu comme une épiphanie, j'ai vu des choses. Là, j'ai beaucoup parlé de la nature, mais ce que j'avais vu aussi ce jour-là, c'était de faire des petites constructions légères, un habitat vraiment écologique pour pouvoir justement accueillir des gens. Pas vraiment dans un sens commercial, parce que bah, évidemment ça peut donner un coup de pouce que les gens viennent travailler la terre ou un cours de yoga ou le jour du bal gascon et puis de rester après le soir aussi, de vivre un week-end aussi en pleine nature. Mais c'était surtout pour montrer, tiens, qu'est-ce qu'on peut construire aussi comme nouvel habitat. Il y a plein de choses aujourd'hui, ça sera aussi, j'espère, une conférence de Kesako, le nouvel habitat ou l'habitat naturel, tu vois, parce que les gens en entendent beaucoup parler aussi, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et moi-même, bon, je m'y suis plus intéressé, mais j'ai plein de choses aussi à apprendre sur l'habitat naturel. On connaît un peu les earthships, tu vois, ces maisons vraiment avec verrières, avec des potagers intérieurs qui sont axés sur le sud, avec ou des puits canadiens, des puits provençaux, tu vois, pour amener toujours de l'air frais l'été et puis de l'air chaud l'hiver. Mais il y a aussi des cabanes en bois qui peuvent être isolées avec du béton de chambre à la place de faire du béton de sable, tu vois, et de ciment comme on a l'habitude de faire. On a aussi des maisons qui sont totalement isolées ou qui sont construites avec de la chaux, de la paille. Aujourd'hui, ça marche très bien. C'est pas la maison des trois petits cochons, tu vois, genre elle s'envole pas au moindre coup de vent. Elle est très solide. Il y a des choses à respecter pour pas que ça s'humidifie, tu vois, pour qu'elle soit très saine. Et en fait, il y a beaucoup de choses, quoi, tu vois, autour de l'habitat. Ça, c'est un rêve que pour le moment j'ai pas fait, mais je suis tenace. Je vais le faire, ça mettra peut-être un plus de temps, on va se concentrer là aujourd'hui sur autre chose, mais c'est quelque chose peut-être où en fin de saison, là, en septembre-octobre, ou en tout cas l'année prochaine, c'est sûr qu'on va faire une petite conférence sur l'habitat écologique avec des gens qui viennent nous expliquer ben, c'est quoi le béton de chambre, comment on peut le faire, et encore une fois, quel est le rapport totalement
avec notre environnement écologique et la façon d'habiter. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on habite des maisons, bon, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas super dans les maisons, tu vois. Ne serait-ce que les peintures, ne serait-ce que le béton. Il en faut. Moi, je dis pas demain, on arrête ces maisons, on fait que des maisons, un habitat écologique, tout ça. D'abord, c'est pas possible, mais peut-être de montrer un peu que ça existe et que des gens qui peuvent le faire peuvent se lancer dans l'aventure et faire comme ça des petites maisons légères. C'est vraiment c'est possible quoi. Donc voilà. Donc ça c'est un des rêves qui ne s'est pas fait et qui se fera bientôt. Donc c'est ça, la ferme Busquette dans 10 ans? Alors la ferme Busquette dans 10 ans, ben, j'avoue que parfois j'ai des petites peurs, des petites appréhensions qui sont aussi dues au climat quand même. Il faut quand même parler, on le sait très bien, le climat change et il faut quand même se l'avouer, c'est vrai qu'il change. Il fait de plus en plus chaud, il pleut de moins en moins, donc on risque quand même d'avoir des problèmes. Donc dans 10 ans, j'espère que j'aurai planté beaucoup d'arbres, que j'aurai quelques habitations écologiques légères, qui fera toujours un peu frais, quelques degrés en moins que dans la ville ou dans d'autres environnements autour de chez nous. Donc ça, c'est vraiment mon rêve, c'est d'arriver peut-être à créer vraiment un écosystème encore plus fort, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verre pour garder cette fraîcheur. Mais parfois, c'est vrai que j'ai peur, j'ai lu quand même des choses aussi, tu vois, c'est quand on voit les rapports qu'il y a de plein d'institutions, de plein de gens qui nous disent quand même, bon, mais attention, c'est vrai que j'ai peur parfois de me dire, est-ce que ça va pas devenir, si on n'y fait rien, en tout cas j'ai peur que ça devienne quand même un peu un désert, quoi. On est quand même entouré dans les Landes. Bon, ici on a la Chalosse avec beaucoup de verre, beaucoup de nature, qui est pas loin, là, dans les 10, 15 et 20 km, on a quand même beaucoup d'air. Mais de l'autre côté, et le vent vient plutôt du littoral ici, on a deux choses. On a les pins. Bon, mais les pins, c'est les pins, tu vois. Donc ça prend beaucoup d'eau dans les nappes et ça empêche un peu le vent, quoi, mais pas tant que ça non plus. Et ça se réchauffe. Le problème, c'est que les pins, plus le réchauffement climatique, le manque d'eau et ce vent qui arrive, tu vois, nous, il nous arrive des pays plus chauds, donc de l'Afrique, et on a quand même des vents chauds qui arrivent du Maghreb, des déserts, même parfois de plus loin en Afrique. On les sent de plus en plus. On voit d'ailleurs, on a de plus en plus de poussière, de sable du continent africain. On a aussi de plus en plus de chaleur qui viennent. Et c'est vrai on a quand même les Pyrénées, on a quand même la mer, on a la forêt de pins ici. Mais malgré tout ça, il y a quand même plus de chaleur qui arrive. Donc ma peur aussi, parfois, c'est que dans 10 ans, de me dire, bon, mais on a vraiment réussi notre coup, moi ici à la ferme Busquette, mais aussi tous les gens, tous les autres acteurs de l'écologie qui sont autour et dans tout le pays et dans tous les autres pays autour. On est arrivé à planter beaucoup d'arbres les 10 prochaines années. C'est vraiment un challenge, tu vois, d'arriver à transformer la nature. Ce qui me fait un peu peur, c'est que parfois j'ai pas l'impression qu'on part dans ce truc-là, quoi, et que justement on plante pas assez à mon goût sans devenir non plus un éco-terroriste parce que je le suis pas, mais je voudrais quand même faire prendre conscience avec ce lieu et puis juste avec des discours et en écoutant aussi toutes les autres personnes comme moi qui disent il faut planter des arbres, il faut vraiment y aller, on va avoir besoin de plus d'oxygène, de plus de fraîcheur. Donc voilà, la peur. Enfin, l'idée de la réussite, c'est arriver à faire un écosystème un peu plus frais, tu vois, et que dans 10 ans, en fait, ça marche un peu. Mais là, il y a quand même cette peur oui, il se peut que la forêt des Landes devienne dans 10, 15 ou 20 ans un vrai désert, quoi, aussi, c'est tout à fait possible. Donc on verra, mais on va quand même se battre gentiment pour que des gens aussi, tu vois, c'est toujours la même idée aussi, c'est pas se battre méchamment contre ceux qui aiment pas les arbres ou la forêt ou qui se rendent pas compte de ce que ça peut nous faire comme apport. Ça, bah écoute un peu, tant pis pour eux, mais c'est essayer à un plus grand public, à des gens comme toi et moi, des gens qui tous les jours pensent pas forcément à l'écologie, et c'est de leur faire penser, de leur faire prendre un peu conscience. En fait, c'est important. Tu vois, cet arbre, je voulais le couper parce qu'il me fait un peu d'ombre chez moi, mais en fait, peut-être que c'est mieux de le garder parce que d'abord je serais content d'avoir un peu d'ombre l'été, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'il fait plus chaud, mais aussi parce que ça accueille des oiseaux, ça accueille tout de suite un écosystème et du coup de se dire en fait je vais planter un peu plus de massifs, tiens ce parking j'en ai pas vraiment besoin, je peux laisser ma voiture dans le garage ou ailleurs et de peut-être enlever le bitume ou enlever le goudron et puis de planter une petite haie comme ça. La moindre petite chose je crois, la moindre petite pièce posée dans l'édifice en fait est importante et c'est aussi dans 10 ans peut-être que ça deviendra un lieu, encore une fois en toute humilité, où on pourra se dire
on apprend des choses ici, c'est intéressant. Ils font des ateliers avec d'autres gens, parce que c'est ce que j'espère aussi, c'est que dans 10 ans, on aura pu se rassembler encore plus qu'aujourd'hui avec des gens qui font la même chose que nous, tu vois, dans la région et peut-être plus loin en France, voire plus loin aussi à l'étranger, où on pourra faire des échanges, des ponts et venir expliquer, échanger les expériences entre professionnels, entre gens qui ne sont pas professionnels. Voilà, c'est un peu l'idée dans 10 ans. On va voir ce que le temps nous réserve. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait te sentir libre ? Ben aujourd'hui, ce qui me fait me sentir libre, c'est un peu les choses enfin, il y a plusieurs choses. Ce qui me fait me sentir libre, c'est un peu ce qui me fait peur aussi parfois, c'est-à-dire que je suis tout seul ou on est peu à devoir travailler et à faire tout seul les choses ici. Parfois, il y a quand même une montagne de travail. Je me dis, oh là là, mais comment on va faire pour arriver à aller dans les 10 ans, tu vois, de ce qu'on peut faire. Mais donc ça me fait un peu peur, quoi. Je suis plus salarié aussi, donc bon, mais j'ai pas le même salaire qu'avant aussi, donc voilà, il faut trouver. C'est toujours un peu la course à l'argent hein, pour transformer un peu le lieu. Mais la liberté, c'est que je suis tous les jours dehors, que j'ai pas un patron sur le dos, hein, ce qui peut être aussi un avantage. En tout cas, dans mon caractère, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais ma liberté, c'est que, tu vois, je pourrais me dire, ah, mais je suis libre, si j'ai envie de me lever à 10 heures, je peux. Alors, je le fais absolument jamais, parce que de toute façon, je suis levé très tôt pour aller dans le jardin très vite et faire mon premier tour. Donc, mais ma liberté, c'est de me dire, mais voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est la plus grande des libertés. Et je travaille dans un environnement qui est beau, avec la nature. Et mes petits problèmes de tous les jours, mes problèmes quotidiens, c'est de me dire, voilà, d'observer la nature, d'essayer de travailler avec elle. Parfois, elle est difficile. Quand il fait très chaud, quand j'ai plus d'eau, bah oui, c'est compliqué. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas l'engueuler. Je peux pas l'engueuler, tu sais, comme tu pourrais t'engueuler avec ton responsable. Tu vois, genre, ça, c'est pas possible. En fait, je peux pas faire ça. En fait, je peux pester un peu contre la nature, contre les orages. J'ai pas assez d'eau, tu vois, et tout. Mais en fait, ça marche pas. Donc ma liberté, en effet, c'est de faire ce que je veux dans un environnement qui est absolument génial, quoi. Donc, je pense que ça, c'est quand même, c'est la plus grande des libertés. Malgré les galères, quelques-unes. Un grand merci Joël pour ce superbe échange. Mais merci beaucoup Marion, merci à toi pour ce podcast. Et où souhaites-tu rediriger les personnes qui veulent suivre les actualités de la ferme Busquette ? Alors on peut trouver toutes les actualités de la ferme sur le site internet fermebusquette.com où là tout est détaillé, on parle des fleurs, on parle des événements, on parle de tout ce qu'on a envie de faire avec pas mal de photos. Et bien sûr la page Instagram Ferme Busquette. Merci beaucoup d'avoir partagé cet échange inspirant avec nous. Voix sauvage est un podcast fait maison, alors si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez le rendre encore plus visible en partageant votre avis sur votre plateforme d'écoute actuelle. Et entre 2 épisodes, venez vous inspirer et échanger sur les réseaux sociaux du podcast.